d'être là. Il y a déjà des gens dissipés sur le côté là-bas. Bonsoir. Pour débuter cette année, on a voulu poser cette question qui a l'air un peu naïve, un peu candide, mais on a voulu démarrer par un sujet assez fort, un sujet qui est très discuté. Décidément, c'est ce côté-là qui est très dissipé ce soir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais sur une phrase qu'on entend très souvent, c'est la faute au lobby. Ça, voilà, c'est la faute au lobby. On l'entend hyper souvent, notamment après que certaines lois passent à l'Assemblée nationale. Si le glyphosate n'est pas encore interdit, c'est la faute au lobby. Si les brevets des vaccins anti-Covid ne sont pas encore levés, c'est la faute au lobby. Si les pubs pour les SUV sont encore autorisées, c'est la faute au lobby. On en a toutes et tous en tête. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que c'était la faute au lobby, en tant que citoyenne ou citoyen, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que c'est pas un peu facile de rejeter la faute tout le temps sur ces mêmes lobbies? Pour cette première ce soir, on a voulu aller dans le milieu, on a voulu interroger, questionner et un peu savoir ce qui se passait derrière ce « c'est la faute au lobby ». On a voulu poser la question des responsabilités de ces lobbyistes, mais aussi la responsabilité des élus. C'est quand même eux qui votent les lois. La responsabilité des lobbyistes, des élus et des ONG. Et essayer de comprendre et peut-être de se poser la question de savoir si, au final, ces lobbies ne seraient pas quelque chose de positif s'ils étaient bien utilisés pour la démocratie, pour le climat, ou encore c'est d'actualité pour la santé. Enfin, le climat et la démocratie, c'est aussi d'actualité. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que ces lobbies ne pourraient pas devenir quelque chose de positif pour l'intérêt général? Donc c'est un peu toutes ces questions qu'on a voulu poser ce soir avec nos deux invités. Donc hop, je vais prendre mes petits papiers comme si je ne connaissais pas leur nom et leur prénom. Laura Bourgeois, bonsoir. Merci. Je t'en prie. Bonsoir à tous. Bonsoir Donc, à toutes. Vous êtes ancienne avocate et vous êtes chargée de contentieux et de plaidoyer à Sherpa. Vous nous raconterez ce que c'est Sherpa. Et vous êtes en charge de la question des contentieux et des stratégies d'influence des entreprises. C'est bien ça? Stratégie d'influence des entreprises, oui, c'est ça. C'est ça. Et Sébastien Guigné, bonsoir. Vous êtes maître de conférence et vous dirigez le master Lobby à Sciences Po. Oui. Ça porte bien son nom. Qui ne s'appelle pas exactement comme ça pour éviter d'attirer trop l'attention de manière caricaturale. Justement, il s'appelle Affaires publiques et représentation des intérêts, mais de fait, c'est le master lobbying et on l'appelle comme ça. Et on disait avec Laura aussi que c'était important que je précise que je suis aussi lobbyiste, hein, comme un professeur de médecine pourrait être là pour vous parler de médecine tout en étant actif dans un cabinet ou un professeur de droit être acteur dans un cabinet d'avocats. Voilà, donc je suis et universitaire et lobbyiste. Ok, très bien. Donc vous avez précisé que vous êtes également lobbyiste. Merci pour la transparence. On va parler de transparence ce soir. Je précise que vous pouvez enlever, on s'est fait tester, donc vous pouvez enlever vos masques pour le confort, voilà, pour les micros, pour que vous entendiez bien. Quand on pose la question des lobbies, ça reste un sujet qui, honnêtement, reste assez flou. Et ce qu'on a voulu faire, c'est déjà définir le terme. Qu'est-ce qui se cache derrière un lobbyiste ou une lobbyiste? Quelles sont les définitions? C'est très scolaire, ça peut paraître très scolaire comme approche, mais je pense que c'était hyper important. À l'automne dernier, on avait fait une conférence sur les pesticides. Je me voyais mal commencer une conférence sans donner la définition des pesticides. Et là, je trouve que pour les lobbies, c'est pareil. Donc, Sébastien, comment vous définissez le lobbying? Qu'est-ce que c'est le lobbying? Et après, on posera la question à Laura. Voilà, c'est une question extrêmement importante, puisqu'il faut savoir si on essaie de l'encadrer, ce qu'on essaie d'encadrer, effectivement. Le lobbying, c'est une activité, en fait. C'est chercher à obtenir des décisions publiques, donc qui peuvent émaner soit d'élus, parfois d'autorités administratives aussi, donc chercher à obtenir des décisions publiques qui soient favorables à vos préférences. Alors souvent, on résume un peu le lobbying à l'action sur les lois, l'action législative, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein. Ça peut être évidemment des ordonnances, des actes réglementaires, ça peut être orienté des budgets, et puis ça peut aussi tout simplement être orienté, en tout cas obtenir des discours, par exemple d'élus qui soient favorables à la cause que vous défendez ou aux produits que vous défendez. Donc c'est d'une manière générale essayer d'orienter les décisions publiques dans le sens, encore une fois, de vos préférences, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient immatérielles. Sur cette question, Laura? Alors sur cette question, et même avant d'en venir à la définition du lobbying, j'avais envie de réagir peut-être plus simplement sur le titre pour dire, comme le disait
Sébastien. Le titre de la oui, conférence. le titre de la conférence, et comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on peut critiquer le lobbying et ses dérives sans tomber dans cette forme de manichéisme qui est caricatural. Comme vous le disiez, donc il ne s'agit pas de personnifier les personnes qui font du lobbying en disant que c'est des personnes fondamentalement méchantes, bien sûr. On veut élargir le débat. Alors, sur la question, la définition du lobbying, pour nous, c'est un enjeu. Pour nous, Sherpa. Ouais. Oui, c'est un enjeu en soi, notamment juridique, parce que la législation actuelle se concentre sur un pan, c'est-à-dire sur l'influence directe des lobbyistes auprès des décideurs, là où les stratégies d'influence des entreprises sont très très larges, mais on pourra y revenir. Donc, on peut essayer de donner une définition dans le langage courant. Nous, on dirait que c'est une activité qui vise à influer sur le contenu des contraintes qui peuvent peser sur certains acteurs qui défendent un intérêt économique particulier. Je dirais ça. Et je pense qu'un des éléments importants ce soir, on va en discuter, c'est la distinction que nous, en tout cas à Sherpa, on fait entre lobbying et plaidoyer, et qui tient, je dirais, à 3 éléments principaux. Le premier, ça va être la transparence, puisque là où... d'ailleurs, ça se retrouve dans le terme lobbying, et vous en parlerez sans doute, le mythe, etc. Lobbying, en anglais, ça renvoie à une influence de couloir, de vestibule, parce que lobby, en anglais, c'est le vestibule. Donc, le premier élément distinctif, ça va être la transparence, parce que les ONG, leurs positions sont publiques, accessibles. On travaille via des interpellations sur les réseaux sociaux, via des pétitions qui sont accessibles. Donc, la transparence. 2, la différence de moyens, je pense qu'on y reviendra aussi peut-être, moyens financiers ou aussi humains. Là, je lisais un rapport il y a quelques jours sur le budget d'un lobby de l'industrie chimique de l'Union européenne, c'était de l'ordre de 40 millions d'euros, là où Greenpeace, qui est une des principales ONG européennes, c'est 1,7. Donc on est quand même sur un rapport de 2 à 40, enfin 1 à 20. Donc il y a ça, il y a les moyens financiers, il y a aussi... oui, on a les mêmes outils, mais on n'a pas les mêmes accès. Donc, par exemple, on a aussi des chiffres pour montrer que les ONG sont reçues 10 fois moins que les lobbies d'entreprise. Donc, il faut prendre la mesure. Donc, aussi cette question des moyens. Et pour finir, le 3e élément distinctif, selon nous, ce sera les objectifs poursuivis, parce que les ONG ne sont pas... Enfin, les entreprises sont conduites par un intérêt lucratif, ce qui n'est pas le cas des ONG. Donc ça va changer beaucoup de choses. On va en reparler, je pense. On va parler beaucoup de choses en t'écoutant. Est-ce que tu peux juste, mais tu fais bien, est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est Sherpa ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, Sherpa, on est une ONG on a fêté nos 20 ans cette année. Et en fait, on lutte contre ce qu'on appelle la criminalité économique. Et on vise notamment à essayer de responsabiliser les entreprises multinationales lorsque leurs activités causent des violations de droits humains et des violations de l'environnement sur leur chaîne de production, donc à l'étranger. On fait aussi contre la corruption, voilà. Et le plaidoyer, c'est un de nos outils, mais pas que. Voilà, on fait aussi du contentieux stratégique, de la recherche et de la formation pour d'autres organisations. Donc pour vous, pour être clair, il y a déjà une distinction entre plaidoyer et lobbying. C'est ça. Donc après, au fur et à mesure de la discussion, je pense qu'il faudra se mettre d'accord sur les termes qu'on quand une ONG comme Greenpeace ou autre fait ce que vous appelez du plaidoyer, une entreprise qui représente ses propres intérêts fait du lobbying. Pour nous, c'est ça, ouais. Là-dessus, Sébastien, vous aviez l'air de mettre le lobbying un peu dans le même sac, si je caricature. Je ne fais aucune différence entre les deux. Pour moi, c'est lobbying et plaidoyer. La seule distinction, quand elle est opérée, en fait, c'est une arme rhétorique. La rhétorique, d'ailleurs, ça fait partie de nos outils les plus fondamentaux. Et classer un des acteurs en tant que lobbyiste ou s'auto-classer comme étant un acteur qui fait du plaidoyer, c'est déjà faire du lobbying. Pourquoi elle ne tient pas complètement la route? On pourra reparler, on aura l'occasion, je pense, de la différence de moyens qu'il faut aussi peut-être ne pas surévaluer et surtout ne pas considérer que l'argent fait tout dans le lobbying. C'est une autre activité. Quand on déploie de l'argent, ça s'appelle de la corruption, par exemple, et c'est plus du lobbying. Et puis il y a des savoir-faire qui coûtent rien ou quasiment rien. Et vous avez des structures, là tu parlais de Greenpeace. Greenpeace est bien plus puissante que bon nombre de PME, voire de plus grosses entreprises en termes d'influence et en termes de ressources économiques.
Et la différence qui est souvent établie, qu'a pas repris Laura à l'instant, entre plaidoyer et lobbying, enfin quoique un petit peu quand même, c'est que les lobbyistes défendraient des intérêts matériels, sous-entendu des intérêts privés qui vont contre l'intérêt général. Voilà, on ne défend que son intérêt personnel, du produit en question. Alors que les ONG, bien souvent, elles ont ce statut-là, qui ferait du plaidoyer, elles défendraient l'intérêt général. C'est pas le cas ? C'est pas le cas, non. Pour deux raisons. Alors, d'abord, du côté des entreprises, si on ne parle que d'elles, toutes celles qui font du lobbying, dans leurs actions de lobby, elles vont systématiquement déployer l'argument, je ne vous dis pas qu'il est vrai à chaque fois, mais en tout cas il est déployé, que leur position contribue à la défense de l'intérêt général. Quand Total défend l'utilisation, la perpétuation de l'usage de ces produits, l'un des arguments, c'est de dire on n'a pas d'alternative. Et si on bascule sur autre chose aujourd'hui, vous allez mettre des milliers de personnes au chômage, ou vous allez faire exploser les coûts de telle ou telle énergie, etc. Donc dans leur argumentaire, il y a aussi l'intérêt général qui est systématiquement invoqué, quelle que soit la structure. Donc elles aussi, ces structures-là, elles se prétendent comme étant des représentants de l'intérêt général. Et de l'autre côté, les associations qui vont faire du lobbying, et en tout cas dire qu'elles font du plaidoyer, est-ce qu'elles défendent l'intérêt général ? Je vais éviter de faire là un cours de sciences politiques, mais toute la sociologie des organisations, toute la sociologie de l'administration montre qu'à partir d'une certaine taille, une structure cherche sa reproduction. C'est-à-dire qu'elle vit pour elle-même. Elle ne vit plus pour sa cause, ou plus que pour sa cause, elle vit aussi pour exister. Donc il y a un intérêt personnel à exister dans ces structures-là. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'intérêt matériel, c'est faux. Il y a un intérêt matériel à avoir un job, tout simplement. Et on peut aussi dire que la multiplicité de ces structures associatives, elle serait bien moindre si effectivement l'intérêt général était immanent, identifiable. L'intérêt général, il n'est que celui que vous avez décidé qu'il est. Chacun d'entre vous, chacun ici, a une vision différente de l'intérêt général de son voisin ou de sa voisine. Par exemple, vous connaissez peut-être la LPO, qui est une association qui défend les oiseaux. La Ligue de protection des oiseaux. Oui, merci. Vous connaissez WWF, qui défend en gros les animaux sauvages, à peu près. Vous connaissez peut-être Sea Shepherd, qui défend plutôt les animaux marins. Et on pourrait en énumérer d'autres. Donc, elles ont toutes pour particularité de prendre la défense des animaux. Mais et on prétendent tous défendre l'intérêt général. Mais elles sont quand même en concurrence, parce que certaines considèrent que la priorité, c'est de défendre les requins, d'autres considèrent que c'est de défendre les palombes ou je ne sais pas quoi. Donc, bien qu'elles aient l'air de représenter l'intérêt général, elles ont une vision qui leur appartient de ce qu'est l'intérêt général et des priorités à accorder du côté des décideurs en termes de choix politiques. Merci. Pour qu'on avance un petit peu, il y a donc le sujet, effectivement, je vois que vous n'êtes pas totalement d'accord sur cette distinction entre plaidoyer d'un côté, il n'y a pas les méchantes entreprises, en tout cas pour vous, d'un côté, et les gentils ONG de l'autre. Vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous le souhaitez dans la dernière demi-heure. Il y a la question de comment travaillent ces lobbyistes. On a effectivement une vision assez grossière peut-être, donc d'un côté des cabinets de lobbyistes, de l'autre des ONG, et au milieu les élus qui essayent chacune et chacun de défendre leur position, et derrière c'est à l'élu de prendre sa décision. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce qu'il y a des techniques de lobbying connues ? Vous parliez de la rhétorique, est-ce que les réseaux sociaux en sont une autre, etc. Enfin, comment, Laura, ces cabinets ou ces entreprises travaillent-elles et travaillent-ils en tant que lobbyistes ? Alors, je pense que Sébastien pourra donner plus de détails pratiques. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéressait de relever, c'était ce qu'on évoquait sur les techniques rhétoriques, justement. Donc, les plus classiques, on va avoir par exemple ce qu'on appelle la manufacture du doute, sur le fait de financer et de présenter des expertises qui donc ne sont pas indépendantes, qui viennent questionner, remettre en question la nécessité de prendre une nouvelle réglementation, par exemple. On a eu le cas du glyphosate, peut-être que vous voudrez développer. On a aussi... Excuse-moi de
vous couper. Mais donc ça veut dire qu'il y a des industriels qui commandent des études pour créer le doute sur l'utilisation du glyphosate. C'est ça la manufacture. Sur la nécessité de réglementer parce que le produit est dangereux. On va prendre des scientifiques pour dire l'inverse. Voilà. Ça, c'est une technique de lobbying. Une technique parmi d'autres. Une autre qui est plus insidieuse et je trouve intéressante à conscientiser, si je peux dire, c'est ce qu'on va appeler la coopération. C'est-à-dire des entreprises qui vont... Il y a deux formes. Soit l'entreprise va, par exemple, devancer la réglementation qui s'annonce, c'est-à-dire en prenant ce qu'elle va appeler des bonnes pratiques, et du coup, ce faisant, elle exclut la nécessité de la réglementation, parce qu'elle dit, mais regardez, je le fais déjà moi-même. Sauf qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire moins que ce qui serait demandé si une réglementation était prise. Vous avez des exemples là-dessus ? C'est tout ce qu'on a vu en RSE, notamment nos domaines d'intervention, sur typiquement les bonnes pratiques pour vérifier qu'il n'y a pas de violation de droits humains sur les chaînes de valeur. L'entreprise va dire, mais je mets en place des process internes pour vérifier, donc ce n'est pas la peine de légiférer. Sauf que ça fait des années que ça existe et que ça ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs le constat qui a amené l'Union européenne à dire qu'il faut légiférer et il faut en fait sanctionner juridiquement les entreprises en cas de violation, parce que c'est le seul moyen, c'est le bâton et pas la carotte, quoi, si je peux dire. Donc il y a je vais juste appuyer avec un exemple qui est plus ancien, mais qui parlera, je pense, à tout le monde, pour aller dans le même sens. Il y a très longtemps, il fut un autre temps, l'industrie du tabac, dans une de ces opérations de lobbying, et c'est probablement les meilleurs sur le sujet, parce qu'ils arrivent quand même encore à vendre un produit dont tout le monde sait qu'il est cancérigène, avait dans cette stratégie qu'on va appeler d'intervention législative proactive, donc on essaie en fait d'avoir une loi qui va être effectivement plus favorable pour pouvoir dire que ça existe déjà, avait donc essayé d'obliger à avoir des systèmes de ventilation très efficaces dans l'ensemble des bâtiments publics, parce qu'ils avaient anticipé plusieurs années à l'avance le fait qu'on interdirait de fumer dans les lieux publics. Et pour pouvoir dire, ça ne sert à rien d'interdire de fumer dans les lieux publics, puisque de toute façon, c'est ventilé. Donc c'est ça, par exemple, une stratégie proactive comme ça, qui sert à dire quel problème on risque d'avoir dans quelques temps, et comment on peut faire adopter une loi qui a l'air très bien, et qui en fait va surtout servir notre propre intérêt ici. Pour rebondir sur le tabac, une autre technique qui s'appelle le bruitage. Par exemple, le tabac, il n'était pas nié que c'était cancérigène, mais du coup, ce que les lobbies ont fait, c'est de dire, oui, ça favorise le cancer, mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir d'autres facteurs. Donc, c'est attirer l'attention sur d'autres sources de problèmes, par exemple. Est-ce que c'est pas ce qu'est en train de faire un peu l'industrie agroalimentaire avec notamment, je pense au Nutri-Score, effectivement, qui a été accepté par bon nombre d'industriels aujourd'hui, Danone, Nestlé, pour les plus connus. Est-ce qu'on est un peu dans ce cas-là, c'est de dire, regardez, je mets des espèces de baromètres pour montrer ma bonne volonté, et derrière, on ne légifère pas forcément sur la quantité de sucre, sur la quantité de gras dans les produits. Est-ce que c'est ce genre de choses ? Oui, là c'est pareil, ça rejoint le problème des labels, tout ce qu'on appelle les certifications, qui encore une fois sont un peu auto-gérées par les entreprises. On rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les démarches volontaires ne sont pas contrôlées autant et donc sont moins efficaces pour garantir quelque chose aux citoyens, quoi. Donc il y a le doute, et ça dans le climat on le voit beaucoup, la fabrique du doute. Il y a notamment un super documentaire sur Arte qui s'appelle La fabrique du doute, et c'est tiré d'un livre aussi notamment. Et il y a le fait de vouloir devancer la législation. Est-ce que vous avez d'autres ? Le fait de faire mine de coopérer, en fait, c'est ça qui va semer la confusion. On va avoir une position, une posture en disant oui, absolument, il faut faire quelque chose, mais après, le diable se cache dans les détails et on va agir sur le détail de la législation pour en fait complètement la saper ou l'affaiblir. C'est un moyen parmi d'autres. Ouais. On a des images, Sébastien, juste avant de vous donner la parole, de gens dans des bureaux très bien habillés, qui vont voir les élus, qui ont des pochettes rouges avec tous les documents nécessaires qu'il leur rend. En fait, est-ce que c'est ça, c'est un mythe, ou c'est vraiment comme ça que, c'est aussi une autre technique Ouais, alors c'est globalement un mythe, cette image du lobbyiste qui est une espèce de James Bond de la politique. Qui met un col roulé. Il met un col roulé, effectivement. Je m'y attendais un peu. J'ai un col roulé aussi. Hein. Et figurez-vous que en fait, on s'adapte. Le travail du lobbyiste, oui, il peut y avoir ces stratégies-là qui sont un peu retorses, effectivement.
Mais l'essentiel du travail du lobbyiste, c'est de convaincre son auditoire, on va appeler sa cible, le terme peut paraître mal approprié, mais c'est ainsi, donc le décideur administratif ou politique. Et pour le convaincre, il faut le connaître. Et donc on va s'adapter à lui. Alors on va avoir toujours la même cause à défendre, ou toujours le même produit à défendre, mais on va le défendre différemment selon la personne à laquelle on parle. Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un que vous identifiez comme étant un environnementaliste, vous allez expliquer tout le bien que votre produit ou que votre cause a fait à l'environnement. Si vous l'identifiez comme quelqu'un qui a plutôt une appétence juridique, qui est très à cheval sur les codes, sur une interprétation de la loi, vous allez avancer des arguments qui sont plutôt d'ordre juridique. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est très préoccupé par l'emploi, peut-être dans sa circonscription s'il est député ou sénateur, pour la même chose, hein, encore une fois, on va plutôt mettre en avant des arguments de ce type-là. Donc la première chose pour un lobby, c'est déjà de savoir à qui il parle. Donc déjà de connaître le process législatif, qui décide quoi, à quel moment, à quel stade on est, première lecture, deuxième lecture, est-ce que c'est un arrêté municipal, une directive européenne, etc. Et en fonction de ça, qui dans ces structures-là va penser, réfléchir, proposer, et puis une fois qu'on a identifié tout ça, adapter son discours en fait à ces personnes-là. Et ça peut aller jusqu'à la tenue. Moi, on m'avait fait une remarque un jour, un élu écologiste qui est à la retraite maintenant, mais qui était maire d'une ville à quelques kilomètres d'ici, m'avait reproché de ne pas avoir mis de cravate, parce que j'étais venu en col roulé. Voilà. Donc mauvais ciblage de ma part. Mais c'est des petits détails, on en parlait en montant sur l'estrade, qui peuvent compter. Ça paraît absurde, mais ça arrive. Voilà. Y compris de personnes qu'on qualifie, qu'on n'imagine pas comme ça. Vous vouliez réagir encore sur la manière de travailler ? C'est bon. En vous écoutant effectivement sur le rapport, on a quand même l'impression, et vous l'évoquez dans les moyens mis en place, notamment par Greenpeace, un rapport de 1 à 20 entre Greenpeace et une industrie chimique. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la manière de faire du lobbying, une inégalité de fait entre des associations qui ne seraient pas forcément regroupées, toutes n'ont pas la taille de Greenpeace, et de l'autre, de gros industriels hyper bien organisés, avec des millions d'euros derrière, un capital humain, un savoir-faire. Est-ce que le jeu n'est pas, comment on dit, bipé, j'ai oublié comment on dit. Pipé, voilà, merci, comme une pipette, mais plus court. Est-ce que le jeu n'est pas pipé de fait, peut-être avec vous, Sébastien, là-dessus? Est-ce que c'est pas le fonctionnement même du lobbying qui est, et on en revient à mon introduction, sur des lois qui passent et on se dit, tiens, c'est encore les lobbies? Alors, est-ce qu'il y a un déséquilibre? Je vais répondre en deux temps. Le premier, c'est déjà qu'il ne faut pas, là aussi, tomber dans cette caricature selon laquelle les ONG disposeraient de peu de moyens. Vous avez des associations qui ont des budgets qui sont au-delà du million, des dizaines de millions parfois, qui ont parmi elles 5, 10, 15, 20 membres. Je ne sais pas combien vous êtes chez Sherpa, mais la plupart des entreprises privées qui font du lobbying, elles ne sont pas l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du tabac, avec effectivement des moyens conséquents et des grosses équipes de lobbyistes. La plupart d'entre elles, c'est 1, 2 personnes. Pour citer un groupe que je connais un peu, qui s'appelle Transdev, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le concurrent principal de la SNCF sur cette histoire d'ouverture à la concurrence. Ils sont 2. Ils sont 2 lobbyistes. Et dans la plupart des entreprises, on est dans cette situation-là. Alors évidemment, ça va varier un peu selon que l'entreprise a des enjeux clés en termes réglementaires. Si vous êtes une start-up qui essaie de placer ses trottinettes en libre service, en free floating, vous avez besoin d'un arrêté municipal, sinon vous n'existez pas. Donc vous allez investir plus dans l'équipe de lobbying que dans l'équipe marketing, par exemple. Donc là, vous serez peut-être 3, 4, 5, mais des équipes à plus de 10 personnes, dans aucune entreprise, moi j'ai vu ça. Après, les entreprises peuvent payer des cabinets, comme le mien et comme d'autres, mais les ONG le font aussi, hein, on travaille aussi pour les ONG. Et le deuxième temps de ma réponse, qui était sur le déséquilibre, et je vais être bref, c'est combien de fois vous avez vu une entreprise à la télévision ou dans un média défendre son produit? Combien de fois vous avez entendu une prise de parole du patron de Danone, du patron de Transdev, du patron de, je sais pas, de Bayer, de Monsanto, prendre la parole dans un média?
Combien de fois, à l'inverse, vous avez entendu la dirigeante d'Oxfam, de Greenpeace ou de je ne sais pas quoi. Donc il y a un a priori négatif à l'encontre des entreprises privées qui défendent leurs trucs, qui va leur donner un handicap en fait, dans l'accès aux médias. Et cibler les médias, ça fait partie des outils des lobbyistes dont on n'a pas parlé. Donc il y a un handicap à ce niveau-là, uniquement favorable aux associations, qui contribue aussi un peu à rééquilibrer. Après, il y a aussi des systèmes institutionnels, juridiques, qui obligent à rééquilibrer, en particulier au niveau européen. Mais je vais céder la parole. Oui, peut-être deux réactions quand même. Enfin, sur la différence de moyens, je pense quand même que ça dépend de l'échelle à laquelle on se place, mais qu'on est quand même plus dans le domaine factuel. Je pense que la différence de moyens financiers et humains, elle est vraiment, vraiment notable. Et surtout, ouais, sur l'accès aux médias, je pense aussi que s'il y a moins de prise de position dans les médias, c'est peut-être simplement parce que justement certaines positions sont plus difficilement tenables. Mais faut peut-être avancer dans le débat. Non, mais non, au contraire, parce que c'est un argument auquel je ne m'attendais pas. Je sentais que ça bourdonnait un peu dans la salle. Moi, la question que j'ai envie de vous poser peut-être là-dessus, et peut-être que Laura, c'est un peu la même, mais c'est est-ce que les entreprises ont besoin de passer par les médias? Non, elles ont pas, Est-ce qu'elles n'ont pas, justement, est-ce que le lobbying ne leur permet pas de passer directement par les personnes qui votent, alors que les ONG ont besoin de rameuter, ont besoin pour leur pétition d'avoir énormément de médias? Est-ce que ce n'est pas deux stratégies différentes? C'est ce que je pense en fait. Je pense que vous avez bien décrit la situation. Il y a un peu de connivence entre vous, moi, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, mais est-ce que, vous attendez forcément quand vous dites que les entreprises ont moins accès aux médias, vous attendez à ce genre de réponse, je pense. Mais... L'accès aux médias, il est important parce que c'est pas le média qui va faire l'opinion d'un décideur politique, ça c'est clair. Mais c'est le média qui va faire l'opinion des lecteurs, et c'est l'électeur qui fait l'opinion du décideur. Un décideur, il va très souvent décider en fonction de ce qu'il sent être rentable pour lui politiquement, pour être réélu. Donc si on arrive à influencer l'opinion publique, pour l'appeler comme ça, par l'intermédiaire des médias, parce que ça ne peut passer que par cet intermédiaire, c'est une ressource qui est quand même conséquente et qui peut, peut-être pas totalement, peut-être pas systématiquement, mais contrebalancer un accès autre qui serait plus privilégié et plus indirect de la part des lobbies industriels. Et juste pour clore là-dessus, je pense que c'est aussi important de comprendre que peut-être que aussi une des raisons pour lesquelles les entreprises n'ont pas besoin d'un affichage très clair dans les médias, c'est parce que leur influence, elle est déjà présente de manière un peu plus insidieuse, mais partout. Parce que là, on parle du lobbying, mais il y a aussi un concept plus général dans lequel s'inscrit le lobbying, qu'on décrit comme ce qu'on appelle la corporate capture, c'est-à-dire la capture par les entreprises de la fabrique de la norme de manière générale. Donc il n'y a pas que le lobbying, ça passe par la publicité, ça passe par ce qu'on appelle la communication, le marketing RSE des entreprises, ce qu'on appelle là récemment le blanchiment d'images, ce genre de choses. Le greenwashing. Voilà, le greenwashing. Donc forcément, dans ce contexte-là, c'est moins besoin de recourir aux médias de manière plus frontale. Je vais juste vous lire un petit passage d'un article de Reporter qui a, donc on est au lendemain de la fin de la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous souvenez, la Convention citoyenne, 150 citoyennes, citoyens tirés au sort, qui ressortent au bout de un peu moins d'un an avec 149 propositions, avec cet objectif de réduire de 40% les émissions de CO2 de la France. Quelques mois après cette convention, il y a un rapport de l'Observatoire des multinationales, donc qui s'intéresse aussi à la question du lobbying, qui sort, qui est raconté dans Reporter. Et ce qu'on y lit, c'est qu'on sort totalement de ce triptyque ONG, lobby, élu. Là, qu'est-ce qui change? Donc, les lobbyistes n'ont même pas besoin de faire leur travail. Pourquoi? Je vais vous le lire. Si ce lobbying a si bien réussi, c'est que il me semble, aucune des propositions de la Convention citoyenne n'a été retenue, en tout cas en l'état. Donc, si ce lobbying a si bien réussi, écrivent les auteurs du rapport, c'est aussi parce que les professionnels ont pu compter sur l'administration elle-même. Les industriels ont cherché leurs principaux alliés dans les ministères. Les hauts fonctionnaires ont rédigé de nombreux rapports pour décrédibiliser les propositions des citoyens. Donc, dans ces hauts fonctionnaires, il y a notamment la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, la DGPE, on aime bien les acronymes dans l'administration, qui a étrillé l'idée d'une redevance sur les engrais azotés. C'était une des propositions
des citoyens, ou encore la Direction générale de l'aviation civile, qui a exprès surévalué le coût de l'éco-contribution sur les billets d'avion. Donc, c'est des exemples pas si anecdotiques que ça, parce que là, Sébastien, là, on sort de ce rapport de force dont on parle à l'instant. Là, c'est l'administration. Donc, je rappelle que l'administration, ce ne sont pas des gens qui sont élus par nous, présents ici, et par les Français en général, qui se mettent de fait du côté des lobbyistes. Et du coup, c'est du pain béni pour les lobbyistes. Ils n'ont même pas besoin de travailler parce que l'administration est avec elles. Et on en voit les résultats. Aucune proposition de la Convention en l'état n'a pu être mise à l'agenda de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne prouve pas, encore une fois, ces inégalités en termes de lobbying? Ça va dépendre de l'administration, parce que si on pense aux associations environnementales, elles auront un accès privilégié au ministère de l'Environnement, par exemple. Effectivement, les entreprises industrielles ont un accès privilégié à d'autres ministères. Parce que c'est le portefeuille des ministères. Ils sont là pour ça. Le ministère de la Santé défend la santé, le ministère de l'Environnement défend l'environnement, le ministère de l'Emploi, quand il s'appelle comme ça, défend l'emploi, etc. Alors, est-ce que les lobbyistes n'ont pas eu besoin de faire leur travail? Je pense que si, ils l'ont fait, en contactant l'administration. Et souvent, on considère que le lobbying, c'est entrer en contact, chercher à influencer celui qui vote, in fine, un député ou un sénateur si on reste en France, ou pourquoi pas un conseiller municipal ici. Mais les dossiers sont instruits par l'administration, donc les dossiers qui vont être examinés par ses élus. Donc évidemment qu'un lobbyiste, il a dans ses cibles, même ultra prioritaires, l'administration. En fait, c'est déjà un échec pour un lobbyiste d'intervenir au stade de l'élu. C'est qu'il a réagi trop tard. Normalement, s'il est bon dans son activité, il va plutôt entrer en contact avec l'administration avant que ce soit sur la place publique et qu'il perde le contrôle, quelle que soit sa position, qu'il soit du côté des gentils ou des méchants. Donc, en fait, moi, ce que je retiens de ce que vous venez de lire, c'est que ça nous rappelle que l'administration, c'est une cible de l'influence tout autant que les élus, voire plus que les élus. Mais ça pose un problème démocratique. Pourquoi? Parce que les lobbies sont capables d'aller voir des administratifs, donc des gens qui ne sont pas élus, donc qui prennent des décisions avant même que les gens élus prennent la leur. Mais ce n'est pas l'administration qui va prendre la décision, ça va être l'élu qui va prendre la décision au final. Alors informé par l'administration, et après charge à l'administration, si elle fait bien son travail, tout comme l'élu, charge à l'administration de consulter l'ensemble des partis. Et vous trouverez toujours un lobby sur tout et n'importe quoi. Il y aura toujours un lobby et un contradicteur en face, tout le temps. Petit ou gros, peu importe, mais il existe. Et donc c'est aussi le rôle de l'élu et de l'administration de chercher à entrer en contact quand cette initiative elle vient pas du lobby. Donc pas démocratique, peut-être dans certains cas, si effectivement ça n'a pas été instruit à charge et à décharge. Mais sinon, après, de toute façon, le process est démocratique et c'est l'élu qui décide. Oui, je pense que ça montre deux choses. Ça montre l'ampleur de l'intervention du lobbying qui, donc, comme disait Sébastien, ne se limite pas aux discussions directes avec l'élu, c'est-à-dire qu'ils interviennent en amont même au stade de la mise à l'agenda. Donc on les consulte, pas seulement pour savoir quelles vont être les conséquences pratiques de l'adoption de telle législation en faveur de l'intérêt général dans tel domaine, mais on les consulte dès le début pour savoir est-ce que vous pensez qu'il faudrait ou pas. Enfin, voilà, ils peuvent intervenir vraiment au premier stade, en amont. Et deuxième chose, je pense que ça renvoie aussi à ce qu'on va appeler la porosité entre sphère publique et sphère privée. Parce que voilà, on voit ces liens donc, entre administration et lobby. Je ne pense que ce n'est pas non plus un hasard. Ça va renvoyer à ce qu'on appelle le pantouflage. Donc, c'est le fait de faire des allers-retours entre privé et public. C'est des gens qui se connaissent. Donc pantouflage, rétro-pantouflage. Les exemples sont vraiment hyper nombreux. Là, on a eu récemment c'est un député, un LRM, c'est Michael Nogal, je crois, qui a annoncé qu'il passait lobbyiste avant même la fin de son mandat, par exemple. Ou je pense aussi au directeur de Sciences Po Paris qui a donné comme conseil décomplexé à ses étudiants de pantoufler et rétro-pantoufler parce que il me semble que c'est une pratique qui peut être
qui est parfois justifié par le fait que les revenus dans le secteur public sont assez faibles, que ça fait une diversité d'expériences professionnelles en disant bon, on passe par le public, passe par le privé, c'est pas la même manière de travailler. Alors qu'en fait, je pense que quand on recrute quelqu'un qui vient du public, on recrute aussi surtout les bonnes adresses et des connaissances stratégiques plus que des compétences. Donc ça montre aussi ce problème-là, à notre sens. Hauts fonctionnaires politiques et industriels se côtoient au jour le jour, observent les auteurs du rapport. Selon eux, la similitude de leurs profils sociaux et professionnels, leur recrutement dans les mêmes écoles ou encore les portes tournantes, le pantouflage, entre privé et public, explique la situation actuelle et les levées de boucliers au sein même de l'État. C'est indéniable, Sébastien? Oui. C'est indéniable et ça s'explique assez facilement parce qu'en fait, ils font le même métier. Un lobbyiste et un élu fait exactement le même métier et un fonctionnaire aussi. C'est-à-dire qu'ils cherchent à, comme je le disais au tout début, en fait, à obtenir une décision publique qui corresponde à ses préférences. Les préférences qu'il a fait voter dans un programme politique qu'il apporte au pouvoir, par exemple, ou les préférences de son portefeuille ministériel ou administratif, si c'est une administration. Par contre, il y a une différence notable entre ces acteurs, c'est que les élus qui cherchent à donc obtenir des décisions qui correspondent à leurs valeurs, ils sont élus. Les lobbyistes ne le sont pas. Donc l'objectif est le même, en quelque sorte le métier et le savoir-faire est le même. Pour arriver à faire voter une loi, qu'on soit collaborateur parlementaire, député, il faut déployer les mêmes techniques quasiment qu'un lobbyiste. Mais on n'a pas la même légitimité. La légitimité de l'élu, c'est d'être élu. La légitimité du lobbyiste, c'est soit son expertise, parce qu'il connaît bien le sujet. Je ne sais pas si le ministère de l'Industrie veut réglementer les moteurs des Airbus. À qui il peut faire appel pour savoir comment ça fonctionne, à part à Airbus? Donc ça explique ces interactions permanentes. C'est que la connaissance technique, elle n'est quasiment que dans le monde privé, sauf à avoir des administrations... non, c'est juste impossible. Et puis la deuxième raison, donc expertise, je disais, qui peut être une légitimité... En tout cas, elle va être invoquée par les lobbies, l'expertise. Et leur autre légitimité invoquée, c'est souvent la représentativité. C'est dire, moi, je suis la Fédération française des pharmaciens, donc je connais bien le secteur de la pharmacie. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas nous obliger à faire des tests. Voilà. Ou la Fédération française du médicament, ou la Fédération française des infirmières, ou tout ce que vous voulez, qui vont prétendre et à une expertise et à une représentativité. Elles parlent au nom d'un secteur, ce qui crée leur légitimité. Peut-être deux choses donc pour revenir, parce qu'on a décrit le pantouflage, rétro-pantouflage, mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce que vous rappeliez au tout début, c'est qu'en fait, ça peut créer des difficultés démocratiques liées à... c'est un nid en fait, à conflit d'intérêts et c'est un nid à potentielle infraction à la probité. Et c'est ça, en fait, le problème derrière le rétro-pantouflage. Et ensuite, pour rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, sur le fait que... la légitimité des lobbies vient de leur expertise. Moi, j'aimerais bien y revenir justement sur cette question de la légitimité. Mais une première remarque, ce serait que ça pose justement la question de à quel moment les lobbies interviennent. Parce qu'on peut comprendre que donc il y ait un corps qui soit plus expert sur un domaine et qui puisse avoir vocation à intervenir pour dire voilà comment il faut faire. Mais ça, c'est une chose. Et il y a la chose. Et l'autre chose, c'est est-ce qu'ils interviennent dès le début pour dire non, en fait, il ne faut pas prendre cette décision-là. En fait, nous, ce qu'on dénonce notamment, c'est cette forme de relais, comment dire, le fait de donner la parole trop aux technocrates. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des décisions politiques simples qui pourraient être résumées dans des termes simples, mais qui sont confiées à des experts qui vont parler dans des termes très techniques et qui, de fait, excluent les citoyens des débats. Et ça, c'est un des problèmes. Est-ce que le ministère de l'Industrie, quand il a une problématique sur l'avion, va voir forcément Airbus? Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais à quel moment Voilà, c'est ça. Ouais. C'est d'abord se dire, on a bien conscience que pour des considérations écologiques ou de santé, il faut prendre cette décision-là. Ok, ça, on le décide nous-mêmes. Maintenant, pour impacter le moins possible ou pour que ça se passe bien, on va aller voir les praticiens pour savoir comment faire. Ça, on l'entend. Mais qui sont les praticiens? C'est Airbus. Voilà. Mais est-ce qu'on est assuré? Ils interviennent pas au même moment, en fait. On ne va pas consulter...
la personne qui va être concernée par la règle au moment même où on se prononce sur l'opportunité ou pas de prendre la règle. On la consulte après pour savoir comment en pratique faire, mais c'est pas pareil. Et est-ce qu'on est sûr que le ministère va aussi voir les personnes qui se disent qu'il y a peut-être autre chose que l'avion? Est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, peut-être que l'avion, c'est un problème pour le climat? Comment on peut s'assurer de ça? Parce que vous aurez toujours un lobby pour s'opposer à un lobby. Donc, par exemple, Qui va le consulter? Pas forcément, mais il va être consulté, en tout cas approché par l'adversaire de l'avion. Donc Airbus, si c'est lui, ou la Fédération française de l'aviation, plus probablement derrière cette affaire, va être peut-être directement contactée à l'initiative du ministère. Mais en réaction, vous allez avoir tous ceux qui ont un intérêt à ce que Airbus ou Air France perdent ses lignes, si on parle du Paris-Bordeaux par exemple, et qui va monter au créneau pour aller dans le sens d'une interdiction et de la proposition de la Convention. C'est l'industrie du train qui va dire tiens, s'il n'y a plus l'avion, il y a plus de trains. Donc on trouvera toujours un lobby pour s'opposer à un lobby. Et c'est ça qui est censé, en tout cas qui dans certains cas, crée un équilibre. Ce n'est pas systématique, on trouvera toujours des contre-exemples, mais l'exemple, ça ne fait pas une démonstration. Et c'est d'ailleurs cette vision un peu américaine du lobbying, c'est-à-dire de toute façon ça existera toujours, on peut l'encadrer, on peut établir des règles, il y en a, hein. Il y aura toujours des déséquilibres, mais on compte sur cette contestation, cette opposition qui apparaîtra elle aussi toujours entre des valeurs ou des intérêts différents pour trouver une espèce d'intérêt général. Donc, voilà. Ça ne marche pas à tous les coups. Ouais, ce que j'allais dire, ça, c'est un peu comme le capitalisme. Sur le papier, oui. C'est génial, mais dans les faits... Effectivement, comme la défense de l'intérêt général. Sur le papier, c'est génial, jusqu'à ce qu'on se dise, mais c'est quoi l'intérêt général? On est tous d'accord pour défendre l'intérêt général, mais quand on va discuter ensemble de ce qu'il est, on sera quasiment jamais d'accord. Donc oui. J'ai oublié de vous poser la question, mais justement sur la loi. Quelles sont les limites d'un lobbyiste? Est-ce qu'il peut, par exemple, mentir? Est-ce qu'il peut aller toquer à la porte quand il veut? Est-ce qu'il y a des choses qui contraignent ces lobbyistes? Ou est-ce que c'est ce que tu disais, vestibule, lobbying dans les couloirs et on fait ce qu'on veut? Je vous explique peut-être les règles rapidement et puis Laura va dire qu'elles ne sont pas suffisantes juste après. Donc depuis tout à l'heure, je vous mens, hein, tout ce que je vous raconte est faux. Non, c'est interdit. Donc depuis une loi qui a été votée en 2016, qui est appliquée depuis 2017 en France, même s'il y avait eu des prolégomènes juste avant, le lobbying est une activité encadrée avec des obligations. La première d'entre elles, c'est de déclarer ses activités. Donc tous les lobbies, normalement, sont inscrits sur un registre que vous pouvez consulter là, sur vos téléphones. Vous tapez HATVP, Haute Autorité sur la Transparence de la Vie Publique, registre des lobbies, et vous trouverez, Sherpa, on en parlait juste avant qu'on commence l'intervention. Dans ce registre doivent être déclarées les actions qui ont été menées, donc sur quelle thématique, sur quel texte de loi peut-être en particulier, le budget qui a été consacré aussi, et le type d'acteur qui a été rencontré, mais pas les noms. Okay, j'ai rencontré des sénateurs, mais pas le nom des sénateurs, par exemple. Ça fait partie des obligations, c'est plus détaillé, on pourra peut-être approfondir plus tard si vous voulez. Il y a des interdictions, vous n'avez pas le droit de mentir. Vous n'avez pas le droit de communiquer des informations que vous connaissez, dont vous savez sciemment, dont vous avez la connaissance de la fausseté. En fait, vous n'avez pas le droit de mentir. Vous n'avez pas le droit de mentir non plus sur votre identité. Vous ne pouvez pas appeler un député en disant je m'appelle Mathieu Briand, pardon, c'est ça? Brand, excusez-moi. C'est mon nom de famille. Alors qu'en fait, derrière, c'est Sébastien Guigné et qui va défendre autre chose. Donc pas le droit de mentir sur son identité, pas le droit de communiquer des fausses informations, pas le droit de faire des dons supérieurs aux règles des différents assemblées, donc en gros c'est 150 € en France, et puis quelques autres. Et si vous ne le faites pas, si vous ne respectez pas les règles, c'est pénal et c'est 1 an maximum de prison et 15 000 € d'amende.
Mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte le plus, si on respecte pas les règles, c'est le naming shaming. C'est-à-dire que vos adversaires, et encore une fois, vous en aurez toujours, vont se faire un plaisir de dire tiens, lui, il n'a pas déclaré sur la HATVP. Lui, il n'a pas respecté les règles. Et ça va complètement saper votre argumentaire, nuire à votre cause et à votre crédibilité. Voilà. Apparemment, là, vous devez dire que c'est pas assez. Oui, alors on va voir. La première chose, c'est que je pense, j'ai envie de dire que le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire que là, on n'a pas beaucoup de temps, donc on est voilà, assez généraux. Mais Sébastien disait le lobbyiste doit déclarer ses activités. Mais en fait, il faut savoir ce qu'on déclare, parce que c'est la pertinence du contenu déclaré qui permettra d'apprécier. Vous disiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut garantir que tout le monde a un même accès aux décideurs ? C'est grâce à la transparence. Mais le problème, c'est que là, la transparence, du point de vue de la loi, elle est perçue comme une fin en soi. On a l'impression qu'on se dit, on sait à peu près qui fait quoi, donc c'est que ça va. Alors qu'en fait, cette transparence, c'est censé être un moyen pour nous permettre de tracer ce qu'on appelle l'empreinte normative, c'est-à-dire vraiment l'influence d'un lobby sur une norme. Donc, pour parler en termes plus concrets, à notre sens, ça ne sert pas à grand-chose de savoir qu'un lobby a rencontré un sénateur, par exemple, pour parler climat. Ce qui va servir, c'est de savoir que telle personne lobbyiste a rencontré Monsieur X pour parler de tel projet de décision publique en défendant telle position et dans l'intérêt de tel commanditaire de l'influence. C'est ça qui va permettre de tracer l'influence. Et ça, juste pour rappeler, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce n'est même pas le cas non plus dans le projet de loi qui n'est pas encore à l'agenda, mais qui vise potentiellement à réformer la législation en matière de lobbying. Et une dernière remarque, c'est que du coup, voilà, Sébastien disait, c'est une profession réglementée. Bon. Mais la manière dont on appréhende le lobbying, on le réglemente pour l'encadrer, en partant du principe qu'il existe et qu'on fait avec, et donc on met des garde-fous. Mais nous, ce qu'on prône à Sherpa, c'est aussi un questionnement sur la légitimité même de l'existence du lobbying, parce qu'on sait, en fait, on le sait, qu'il y a des interactions entre certains lobbies sur certains domaines, sur certains thèmes, qui sont néfastes. Donc, partant de ce constat-là, nous, on pense qu'il y a des interactions qui devraient être tout simplement interdites. Et c'est pas de la science-fiction. Ça s'est fait, par exemple, il y a une convention de l'OMS qui incitait les États à éviter les interactions entre lobby du tabac et responsables publics en charge de décisions de santé publique. Allons au bout de cette idée, on interdit les lobbies. Est-ce que c'est pas... Ça a déjà été fait. Allez, ouais. Ça a déjà été fait pendant l'Ancien Régime, à la fin de l'Ancien Régime. Donc ce qu'on appelait, à l'époque, ça ne s'appelait pas des lobbies, on appelait ça des guildes, des corporations, des confréries. Turgot, si je ne me trompe pas, les a interdits, considérant que c'était un obstacle à la libre concurrence. Donc, en fait, c'est une vision libérale que d'interdire les lobbies qui défendaient leur corporation. Ça a été fait en 1791, ensuite, par les révolutionnaires. C'était la loi Le Chapelier, qui interdit, pareil, tous ces regroupements. Et là, la justification, c'est un obstacle à l'intérêt général qui doit pouvoir s'exprimer. Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre l'élu de la nation et la nation. Et puis, finalement, ça a toujours existé. Vous avez beau les interdire, vous pouvez pas. Ça reste, à mon avis, utopique de vouloir interdire les gens de se regrouper autour d'intérêts qu'ils partagent ou de visions qu'ils partagent. Et à mon avis, c'est même très contre-productif. C'est-à-dire que si vous niez l'existence des lobbies, et là, c'est la porte ouverte à tout, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et c'est un petit peu ce qui se passait en France il y a encore une quinzaine d'années. C'est-à-dire, puisqu'on ne les reconnaissait pas officiellement, oui, là, du coup, le lobbying, c'était quasiment assimilable à de la corruption. Aujourd'hui, on dit, OK, ils sont là, on va les encadrer, on va dire, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Vous devez être plus transparent. Il y a des failles, on est d'accord. C'est sans doute plus réaliste et, à mon avis, plus efficace aussi dans l'encadrement. Je pense que la corruption, elle existe toujours de toute façon. Et c'est d'ailleurs un autre élément de réflexion, c'est qu'en fait, le lobbying et la corruption sont les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que si on intervient au moment où la norme est en train d'être créée et que ça va dans notre intérêt à ce moment-là, ça évite d'avoir à passer par des solutions plus préjudiciables encore, telles que la corruption en aval. Donc c'est comme ça aussi qu'on perçoit le phénomène.
Ouais, alors je pense que le temps passe, il faut être bref, mais lobbying et corruption, là non plus, je ne partage pas. Pour moi, on ne parle vraiment pas du tout de la même chose. Corrompre, c'est parce qu'on ne sait pas faire du lobbying. Lobbying, c'est convaincre. C'est de déployer des arguments qu'on peut trouver fallacieux. On n'a pas parlé de la science, on pourra le faire peut-être dans l'échange. Et ceux qui sont amenés à corrompre, c'est parce qu'ils ont échoué dans leur activité de lobbying qui est légale. La corruption, c'est pas légal. C'est écrit dans plein de textes, c'est écrit également dans les textes qui encadrent le lobbying. Donc c'est une activité qui n'est pas la même. Même si l'objectif, effectivement, c'est la même chose. Et puis, alors là, je vais peut-être plus prendre ma casquette d'universitaire. On a des travaux, par exemple Ackerman, qui montrent que plus le lobbying, plus on a de lobbying dans un pays, plus en gros, on appelle ça un système ouvert, moins on a de corruption. Plus c'est obscur, moins il y a d'interactions encadrées avec la société civile, ce qu'on peut appeler lobbying autrement. Donc moins on aura ça, plus vous aurez corruption. Il y a un effet de vase communicant, en fait, semble-t-il, entre la corruption et le lobbying. Plus vous avez de lobby, donc plus vous avez d'interactions plus ou moins transparentes avec les décideurs politiques, moins la corruption sera admise comme action. Elle sera très surveillée. Dans un système fermé, au contraire, voilà, c'est la porte ouverte, puisqu'on ne regarde pas, ça n'existe pas officiellement. Ackerman, vous dites ? Ouais, A-C-K-E-R-M-A, peut-être 2 N à la fin. Ce serait intéressant d'aller voir effectivement cette étude là-dessus. Plus il y a de lobby effectivement au sens général du terme, donc plaidoyer plus lobbying, si je reprends la définition de Laura, moins il y a de corruption possible. C'est un débat, c'est une question ouverte, on n'aura pas le temps effectivement d'en parler. Il y a un autre élément dont je parlais dans l'introduction. On incrimine depuis tout à l'heure les lobbies, effectivement, ces méchants lobbyistes, mais on parle des élus, mais c'est quand même eux derrière qui prennent, qui signent, c'est eux qui votent, c'est eux qui amènent à l'agenda politique des lois, des normes. Est-ce que, par exemple, interdire, si on va au bout de l'idée d'interdire le lobbying, ce ne serait pas infantiliser totalement les élus, qui seraient tellement, bêtes et méchants, pour reprendre le titre, qui seraient incapables d'avoir un recul nécessaire pour prendre des décisions en écoutant les deux parties, lobbying d'un côté, ONG de l'autre, si je grossis le trait. Quand on dit c'est la faute au lobby, est-ce qu'on n'oublie pas les élus aussi dans cette histoire quand même? Oui, non, quand on dit interdire le lobbying, on parle de manière schématique pour pas trop rentrer dans les détails. Oui, les élus ont aussi leurs responsabilités. C'est pour ça que notamment, on salue là dans le projet de loi Gauvin qui n'est pas encore à l'agenda, devrait être déclaré, y compris les rencontres qui sont initiées par les décideurs publics eux-mêmes. Là, jusqu'à présent, c'est que les rencontres qui sont demandées par les lobbyistes et les décideurs auraient aussi à dévoiler du coup. Parce que ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Si un élu va voir des lobbyistes, nous, citoyennes, citoyens, on peut pas le savoir. Non, enfin c'est pas. En tout cas, ils sont pas tenus de le déclarer. Après, dans ce projet de loi, il n'est pas prévu de publier la liste des déclarations des élus. Donc ça, nous, on se dit qu'au contraire, ça devrait être publié parce qu'ils ont aussi cette responsabilité-là. Et on pense aussi qu'ils devraient être tenus de diversifier en fait leurs interlocuteurs pour s'assurer de consulter tout le monde, notamment. Ça nous fait revenir sur cette question de la traçabilité, où l'intention est bonne, mais il y a, à mon avis, des risques d'effets pervers majeurs. C'est-à-dire que ça sous-entend que parce qu'un lobby, quel qu'il soit encore une fois, qu'il soit classé a priori comme gentil, a priori comme méchant, parce qu'il est en contact, en interaction avec un décideur, ce serait lui qui aurait fait la loi. Et c'est peut-être nuire encore plus à la légitimité de l'élu. On va dire, mais à quoi ça sert? Parce qu'il a vu Greenpeace, donc cette loi-là, c'est Greenpeace. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que vous arrivez à le convaincre. Donc on parle de délégitimation du système politique et des élus. Moi, j'ai peur que ça ne fasse que l'accroître. En tout cas, ça sera utilisé comme tel, et c'est déjà le cas, par les lobbyistes. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir le registre HATVP qui est intervenu sur un sujet sur lequel on est menacé ou on perd. Et dans ce cas-là, on va dire, regardez, c'est scandaleux parce qu'il a rencontré machine ou bidule. Mais c'est pas parce qu'il a rencontré machine ou bidule
qu'il n'avait pas sa propre conscience, ses propres valeurs pour in fine décider. Quoi. Vous comprenez que certaines personnes pensent ça quand on voit certaines lois ou certaines mesures, je reprends la question du climat, mais sont votées encore aujourd'hui. On peut se dire, mais forcément, il y a des lobbies, que ce soit des lobbies de chasseurs, que ce soit des lobbies autoroutiers, que ce soit des lobbies de l'aviation, oui. L'industrie automobile, etc., etc. Quand on voit l'urgence climatique d'un côté et des lois qui sont ça, Mathieu, ouais. Excuse-moi. C'est parce que ça, Mathieu, ce sont vos valeurs. Elles sont louables, mais elles ne sont pas universelles. Vous considérez que l'environnement, le climat, c'est prioritaire. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas moins stupides que vous, moins informées que vous, mais qui ont d'autres valeurs et qui vont considérer que la priorité, pour eux, c'est l'emploi, c'est la liberté. Souvent, c'est ça. C'est un argument qu'on pourrait contester aussi largement, mais la liberté de choix, la liberté d'action, etc. Et ça, c'est leurs valeurs. Donc, vos valeurs, elles sont louables. Les leurs, pour eux aussi, elles sont louables. Et c'est à l'élu, en fonction de ses valeurs et des raisons du programme sur lequel il a été élu, de faire des choix. En fait, la politique, c'est ça, c'est un choix en valeur. On parlait d'argumentation scientifique tout à l'heure, c'est sans fin, c'est Sisyphe. Vous trouverez toujours un argument scientifique pour contredire celui que vous avez avancé. Il y a même une loi qui s'appelle la loi de Gibson qui dit ça. On trouve toujours une thèse pour contredire une thèse scientifique. Donc on ne peut pas prendre des décisions sur ce fondement-là. Ce qui doit fonder la décision politique, ce sont les valeurs. Il faut l'assumer. Ça, c'est un peu le problème des hommes politiques. Aujourd'hui, c'est de ne pas assumer ça. De se cacher derrière une science qui est contestable. Ouais, je vois qu'on a 2 minutes juste pour réagir. Donc j'entends ce que dit Sébastien sur le fait que argumenter, ça n'est pas convaincre et que c'est pas parce que Greenpeace ou une autre ONG rencontre un décideur que c'est elle qui fait la loi. Mais il faut rappeler quand même que en fait, cette influence, elle est quand même mesurable parce que déjà, il y a des études en fait, qui comparent les termes de la loi avec ce qui a été proposé. Et justement, parce qu'en pratique, le travail de lobbying, de plaidoyer, c'est aussi proposer des amendements. Et parfois, on a des élus qui reprennent des propositions d'amendements clés en main. Donc on peut savoir, en fait, si on avait le détail de la position défendue par un lobbyiste, son influence sur la norme, elle est quand même mesurable. C'est pas juste rapportable. Là, c'est pas parce que j'ai argumenté que j'ai convaincu la personne, je pense. Très bien. Merci beaucoup. On peut déjà les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis sur les réseaux. Coucou caméra, c'est là que je dois le... Merci, super, je l'ai fait, c'est bon. C'est bon ? C'était une blague, on va continuer entre nous. C'est plus en live. Vous allez pouvoir raconter, voilà, vous allez pouvoir dire du mal de vos clients et clientes. C'est bon, Sébastien, c'est maintenant. Vous n'êtes plus filmé. Non, je plaisante. Non, on va continuer. J'ai encore quelques questions à poser, et après je vous donne la parole. C'est un peu la question philosophique qu'il y a derrière, généralement qu'on pose après 2-3 bières et plus tard dans la soirée. Tout à l'heure alors. Comment ? Tout à l'heure alors. Tout à l'heure, le bar est fermé pour des questions sanitaires, alors on ne va pas pouvoir. Mais voilà, c'est un peu la question philosophique. J'ai commencé à la poser sur la question de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais aujourd'hui. Mais vous remettiez sur la table le fait qu'il y ait des études qui montrent le pour et le contre. On prend l'exemple du glyphosate. Ça a été reconnu cancérigène par l'OMS en 2015. Aucune instance scientifique nationale ne l'a reconnu derrière. La l'INSERM a à nouveau montré qu'il y avait potentiellement une chance que le glyphosate soit cancérigène l'année dernière. Enfin, on patine effectivement là-dessus, malheureusement. Pardon, mais vous avez raison, effectivement, il y a toujours cette fameuse loi Gibson. Mais quand il y a un consensus scientifique sur le réchauffement climatique, quand on